Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en conception électronique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut réaliser une plaque chauffante par induction électromagnétique. C'est une plaque qui permet tout simplement la cuisson des aliments par induction sans contact, induction électromagnétique bien sûr. Un phénomène d'induction dont nous avons parlé dans des précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce projet-là de A à Z. Donc avoir un projet complet que vous pouvez réaliser complètement et commercialiser si ça dépend de vous. Donc là, nous sommes sur le projet final. Donc là, nous avons déjà placé tous les éléments du projet. Nous allons présenter les différentes étapes et nous allons terminer sur cette maquette 3D. Donc, déjà, commençons par le commencement. Déjà, la simulation. On a déjà expliqué le fonctionnement de cette plaque à induction dans les précédentes vidéos. Nous allons encore le refaire, mais nous n'allons pas nous attarder dessus. Donc, nous n'allons pas passer la soirée à expliquer le fonctionnement. Donc, déjà, comment est-ce que cette plaque à induction fonctionne? Donc, nous avons un circuit d'alimentation ici, circuit de redressement et de filtrage, qui permet donc à ce niveau d'avoir une tension continue. Après, nous avons un système de découpage basé sur le NE555 qui reçoit le réglage du rapport cyclique par rapport à une carte Arduino, donc, qui reçoit ce réglage-là d'une carte Arduino Uno Atmega 328P, le circuit microprocesseur qui sert de mémoire centrale, donc le processeur des cartes Arduino Uno ou Nano, ça dépend de la carte. Bref, vous utilisez le microprocesseur avec lequel vous êtes à l'aise, ça marche très bien avec un PIC, ça marche très bien avec un ESP32, ça dépend de vous. Donc, déjà, commençons par le commencement. La tension secteur de 220 volts est déjà protégée par la varistance. Je constate une petite erreur au niveau d'ici, il me faut rectifier. Donc, il y a un fusible. Ne placez jamais la varistance. Non, là. Donc, on ne place pas la varistance en fusible parce que la varistance, par exemple, donc là, je vais changer. Je peux changer ça comme ça. Donc, on ne place pas la varistance sans un fusible de protection parce que quand la varistance sent une surtension, elle se transforme en court-circuit. Donc, sa résistance baisse drastiquement et le fil fusible forme pour protéger le circuit. Donc, généralement, ne placez pas la varistance sans fusible de protection. Donc là, on peut modifier l'ampérage. Là, je suis à 1 ampère. On peut mettre 8 ampères. D'accord. Je peux afficher cette valeur-là. Bon, c'est pas grave. Donc, le fusible de protection protège contre les surtensions. Après 220 volts, on a la capacité de filtrage ou de déparasitage du signal secteur. Nous avons les inductances en mode commun qui permettent aussi, avec la capacité de réaliser la fonction d'un filtre passe-pas, empêcher la composante de découpage du transistor MOSFET haute fréquence ici de remonter, perturber le secteur. Après, nous avons la résistance en mode commun, les capacités de déparasitage en mode commun. Après, nous débutons sur le pont de diode. Le pont de diode qui permet donc de redresser, filtrer la tension 220 volts telle qu'elle. Donc, il redresse, filtrer 220 volts sans abaisser. Donc, une fois redressé et filtré, cette tension-là finit sur une bobine de lissage et sur une capacité de lissage. Donc, à ce niveau-ci, nous avons une tension, si on a redressé le filtre 220 volts, on a une tension d'a priori 400 volts qui cette tension de 420 volts débite donc sur l'inductance en parallèle avec la capacité. Donc, dans les précédentes vidéos, on a déjà expliqué le phénomène inductif. Une résistance en parallèle avec une capacité dans un circuit résonant qui est constamment alimenté par des impulsions de tension. Il doit se produire à la résonance des phénomènes d'oscillation résonant. Et ce phénomène d'oscillation résonant en parcourant la bobine et la capacité pour
s'amortit bien sûr, la bobine va créer un champ magnétique variable qui pourra se transmettre sans fil. Donc, il est donc question pour le transistor ici d'envoyer des impulsions de tension à des intervalles de temps réguliers. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a une ouverture sur ces circuits, là c'est le capteur de courant tout simplement. Vous voyez IP plus, IP moins, c'est pour mesurer le courant. Donc ces deux pins-ci, c'est la même chose, c'est juste que ça passe par un ampère-mètre tout simplement. Donc ce transistor MOSFET-ci, il doit découper la tension à une certaine fréquence, donc à une fréquence qui permet à ce circuit résonant-ci. Je rappelle la formule de la fréquence d'oscillation d'un circuit résonant, c'est 1 sur 2 pi racine de LC. Donc, ce transistor MOSFET va commander donc des impulsions d'alimentation de ce circuit résonant-ci, de telle en sorte que les pics de résonance puissent se produire quand on ait peut-être deux périodes d'amortissement. Donc, pour cela, il faudra que la fréquence de commande ici soit 2 fois inférieure, si vous voulez, deux périodes ici, soit 2 fois inférieure à la période ci. Donc, il soit une division par 2 de la fréquence d'oscillation résonante de celui-ci. Donc, pour commander ainsi cela, on peut utiliser un NE555 qui va commander donc à fréquence fixe ou variable, ça va dépendre. On peut placer une résistance variable. Donc, un NE55 qui va commander donc les impulsions de découpage de ce transistor-ci. Donc, ce transistor MOSFET là qui commande les impulsions de découpage là, on peut, en voulant moduler la puissance de résonance à ce niveau-ci, commander le temps de fermeture de ce transistor MOSFET-ci. Donc, moins on le ferme, moins il y a des puissances qui sont envoyées dans le circuit résonant. Plus on le ferme longtemps, plus il y a des puissances qui sont envoyées ici. Donc, et pour régler ce temps de fermeture et d'ouverture, on agit sur la pin 5 du NE555. Et cette pin 5 du NE555 doit recevoir son signal de commande de la carte Arduino. Donc, ainsi, ceci étant expliqué, vous avez déjà le schéma de commande de ce circuit LC. Après, on peut contrôler la température. On peut placer un capteur de température sur notre circuit pour contrôler la température si les MOSFET chauffent, bien sûr. Et voici le capteur de courant qui contrôle le courant à ce niveau-ci. Je pense que ça a déjà été expliqué. Et on a quelques LED qui servent à la signalisation. Bien sûr, en fonction de votre programme, vous placez vos LED comme vous voulez. Il peut y avoir une LED de démarrage, une LED de fonctionnement du ventilateur, une LED de surchauffe. Ça dépend de vous. Après, pour la carte Arduino, nous avons le circuit de recette qui est indispensable, bien sûr. Après, nous avons plusieurs boutons, le bouton plus, le bouton moins. Donc, ça, c'est pour augmenter ou diminuer la puissance. Donc, en appuyant sur le bouton plus ou sur le bouton moins, on augmente ou on diminue le temps de fermeture du transistor principal de découpage en agissant sur le rapport cyclique de la pin 5 du NE555. Ceci étant dit, après nous avons le circuit de ventilateur, bien sûr, qui est commandé toujours par notre carte de programmation. Quand il y a surchauffe, bien sûr, quand le capteur de température détecte une élévation de température, on lance le ventilateur. Enfin, nous avons un affichage. On peut afficher en LCD ou on peut afficher en afficheur 7 segments. C'est possible. Et tout cela est toujours connecté à notre carte de programmation Atmega 328P. Donc, le code de fonctionnement de tout ceci, est très simple. Donc, le code est très simple. Il commande les impulsions de découpage, augmente la puissance. Donc, vous voyez, là, il y a la commande de découpage qui augmente la puissance, le PWM des MOSFET si on appuie sur le bouton et le diminue si on appuie sur le bouton diminuer. Donc après tout ce qui est à l'écran, c'est la conversion hexadécimale pour pouvoir afficher sur des afficheurs LCD. Donc le code est relativement simple pour ceux qui veulent le code. Je mets le code en description. Non, le code sera en description. Donc vous voyez là, ça c'est la lecture de la température. Il y a la lecture du courant et en fonction de la température et du courant, on peut faire des modifications au fur et à mesure. Lancer par exemple les ventilateurs. On dit il y aura une condition sur les ventilateurs. Il y a un if. Par exemple là, vous voyez là, les fonctions de mise en arrêt si la température est supérieure à un certain degré. Sinon, ainsi de suite, on active le ventilateur.
on envoie le message de surchauffe, veuillez patienter, on met les PWM à 0. Donc, il y a les conditions de mise en arrêt et de mise en fonctionnement qui sont que vous pouvez choisir dans votre programme. Donc, notamment, c'est pas très compliqué. Donc là, on lance la compilation de notre programme. Donc, une fois que notre programme a compilé, on va copier ce message-ci, CTRL-C. Donc là, on le place là. On va faire ça. Efface l'ancien. D'accord, CTRL-V. On le colle, OK. Et on lance la simulation. Donc, en lançant la simulation, là, on voit que le montage fonctionne, le circuit d'oscillation aussi bien. Les afficheurs également, parce que les afficheurs s'affichent de façon séquentielle. Vous voyez, ça, l'affichage est séquentiel. Bon. Là, avec tellement d'éléments à gérer, de ça à gérer, NE550 à gérer affichage, bon, Proteus ne doit pas tout simuler en même temps. Donc, le montage fonctionne, le ventilateur est en train de tourner. Là, vous voyez, par exemple, la température est déjà à 88 degrés. Vous voyez, c'est beaucoup pour un transistor de découpage. Vous voyez là, le ventilateur, bon, là, on peut régler, on peut augmenter, diminuer la température. Vous pouvez diminuer la température, par exemple. Là. Donc, vous pouvez diminuer la température. Vous voyez que là, la vitesse du ventilateur s'adapte automatiquement à la température. Le ventilateur tournait un peu plus rapidement tout à l'heure. Donc, ça va dépendre vraiment de vos besoins. Vous voyez que là, si la température se réduit, le ventilateur réduit également. Vous voyez là, il va dire la température 11 degrés Celsius. Là, on était à 38. Il va actualiser. Donc, ce rafraîchissement-là va prendre du temps parce que le logiciel Proteus avec autant de choses à gérer. Vous voyez là, l'affichage est séquentiel parce qu'on affiche la valeur du premier segment pendant un certain temps, du second pendant un certain temps, du troisième pendant un certain temps, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut utiliser les boutons d'ajout de puissance ou de réduction de puissance pour ajouter ou diminuer la puissance de notre plaque à induction. Il n'a pas encore actualisé la température. Donc, une fois vous vous rassurez que le schéma fonctionne, donc pour être sûr que votre schéma fonctionne bien, il faudra simuler tout ceci bloc par bloc. Donc, vous simulez le bloc d'affichage à part, vous simulez le bloc à part, vous simulez le bloc à part, à part, à part. Dès que tous les blocs sont fonctionnels, vous pouvez assembler le tout comme ça. Mais ne démarrez pas la simulation sur un assemblage complet, vous aurez beaucoup d'erreurs. Il faut d'abord simuler l'alimentation. Dès qu'elle fonctionne, vous ajoutez ça. Dès qu'elle fonctionne. Bon, après, quand vous lancez la simulation de tout, parce qu'il faut énormément de calculs, il y a les calculs de simulation d'alimentation, il y a les calculs d'exécution de programme, il y a les calculs d'affichage séquentiel, il y a les calculs de lecture des capteurs, et après tout ça, ça va un peu être lent. Donc, ayant vérifié que votre schéma fonctionne, vous pouvez maintenant réaliser les différents PCB. Donc, les différents PCB, 4. Déjà, pour l'affichage LCD, nous avons un PCB pour cela. Donc, vous voyez là, pour l'affichage LCD, nous réalisons une carte électronique. Ouais, vous voyez, il y a une carte électronique pour l'affichage multiplexé. Donc, voilà, par exemple, une carte électronique. Ça, c'est pour les différents affichages. Pour le circuit d'alimentation également, on peut faire, par exemple, là, alimentation. Vous voyez, on peut faire une autre carte également. Ça dépend de nous. Ou bien vous pouvez faire une seule carte, un tout en un. Vous voyez, là, le circuit d'alimentation, on a une autre carte. Ainsi de suite, on aura 3 cartes et le circuit de commande, on aura également une carte. Donc, ces 3 cartes-là, on va exporter les modèles 3D, les différents modèles 3D des cartes, pour pouvoir faire un assemblage quand nous allons réaliser donc, la maquette 3D. Maintenant, ceci étant dit, si nous revenons cette fois-ci dans Blender, vous voyez déjà que là, on identifie rapidement que voici par exemple la carte d'affichage. Là, on identifie, voici la carte d'alimentation AC et de filtrage. Voici la carte d'alimentation électronique des circuits de commande et voici la carte de commande.
Donc, vous voyez qu'on a les différentes cartes qui sont placées dans notre maquette 3D. Après, on peut modéliser, là, vous voyez, c'est une simple modélisation de la plaque à induction. Nous avons la bobine d'induction et différentes capacités d'induction. Nous avons le ventilateur également, donc voici le ventilateur à l'intérieur et surtout les trous d'aération. Parce que le ventilateur doit bien faire entrer de l'air par quelque part. Les trous d'aération du ventilateur, sans oublier le plus important, la marmite. Donc, vous pouvez donc réaliser facilement et on va pas oublier les pins dévissage, fixation. Donc, vous voyez que vous pouvez réaliser donc comme ça de façon plutôt simple vos différentes modélisations 3D de vos projets. Vous voyez là, c'est un projet déjà complètement réalisé que vous pouvez implémenter de façon facile. Donc, voilà, ce n'est qu'un cas d'exemple. Vous, par contre, de votre côté, vous pouvez mettre une bobine plus grande, peut-être faire tout, vous pouvez faire peut-être tout l'électronique sur une seule carte, ça dépend de vous, ça, c'est votre décision. Vous pouvez faire l'électronique sur une seule carte. Vous pouvez prévoir peut-être un système de protection, je sais pas, par exemple là, vous voyez que là, par exemple, ça sont les commandes tactiles. C'était pour avoir les commandes tactiles, par exemple, que quand vous touchez, donc ça peut être bouton plus, bouton moins, bouton allumage, bouton peut-être extinction, comme on a dit tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, ça peut être 4 boutons de commande qui sont représentés ici. Donc, par exemple, là, si je reviens là, donc là, vous voyez qu'il y a les commandes tactiles ici. Donc, vous pouvez faire quelque chose de tactile et placer ces boutons-là en bas des peut-être plus et moins, parce que là, on peut avoir un bouton d'allumage qui, le voici, bouton d'ajout de puissance, bouton de diminution de puissance, bouton d'extinction, peut-être bouton de sécurité. Donc, ça dépend de vous. Et là, la bobine d'induction en dessous de cette bobine-ci. Donc, on peut placer, vous voyez, vous pouvez placer votre marmite directement et alimenter le circuit. Donc, après, il y a aussi les reposoirs, les pattes de la plaque à induction. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Je rappelle que nous travaillons dans le logiciel Blender, un logiciel qui est libre de droit. Donc, vous pouvez utiliser donc cette méthode-là. Vous pouvez utiliser ce logiciel-ci pour pouvoir réaliser donc quelques maquettes 3D de vos projets. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour réaliser les maquettes 3D de vos projets et pouvoir les finaliser pour avoir des rendus vraiment, pour avoir des très bons rendus et pouvoir implémenter pratiquement et de façon complète, je précise, vos projets pour ne pas juste vous arrêter au niveau du circuit ou au niveau de la modélisation, pour pouvoir avoir un projet complètement réalisé et terminé. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo plus de présentation qu'autre chose. Si vous avez des difficultés, faites-moi signe en commentaire, faites-moi signe. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, en attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.